Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de cette édition, la majorité fait dans le défilé vestimentaire pour parer le coup de froid à venir alors que le président menace de dissoudre l'Assemblée. Nous verrons ensuite une page de sécurité avec la ville de Nantes en passe de devenir le Chicago de l'Ouest. Et enfin une page européenne avec le Premier ministre hongrois qui souhaite organiser un référendum sur les sanctions contre la Russie. Le gouvernement se prépare à un coup de froid en pleine mascarade vestimentaire. L'exécutif joue le jeu de l'infantilisation et le président fait des petites colères. Des petites polémiques pour faire diversion. La majorité ne manque pas une occasion de faire dans la petite phrase le slogan et la surenchère. Nouvelle lubie en date, la tenue vestimentaire avec l'invasion russe en Ukraine et les sanctions qui en découlent. La France a peur de manquer de gaz pour l'hiver. Résultat, il faut faire des économies. Comme pour la vaccination, tout est question de mise en scène. Hier, les ministres se faisaient piquer devant les caméras et portaient le masque pour prendre la parole avant de l'enlever pour faire la fête avec des footballeurs à l'Élysée. Aujourd'hui, ils font mine de montrer la voie sur les économies d'énergie. Un ridicule décliné dans diverses formes. Il y a eu le député de Paris, Gilles Legendre, qui affirme abandonner son sèche-linge au profit d'un étendoir classique. Ce député, déjà connu pour avoir sous-entendu que les Français étaient trop bêtes pour comprendre les réformes de la majorité, est marié à une cadre de la Française des Jeux. Et vu les revenus globaux du couple, on peut légitimement penser que c'est du personnel de maison qui s'occupe de son petit linge. Il y a eu également Bruno Le Maire qui, faute d'avoir mis l'économie russe à genoux, comme il prétendait le faire, s'est résigné à porter un col roulé, relayant sa photo de premier de la classe ravi de son coup de com' sur les réseaux sociaux. Enfin, le Premier ministre Elisabeth Borne nous a gratifié d'une doudoune affreuse pour montrer qu'il fallait s'habiller chaudement. Occupée à dénoncer la Russie de Vladimir Poutine, la transfuge du Parti socialiste s'est paradoxalement vêtue d'une tenue qui aurait pu avoir du succès dans l'Union soviétique des années 70. Les pitreries vestimentaires pour appeler à faire dans la sobriété énergétique ne sont d'ailleurs pas sans contradiction. Une question se pose tout d'abord, quelle superficie font les logements de ces ministres ? Il paraît également légitime de se demander si les ministres ne feraient pas mieux de trouver des solutions plutôt que d'inciter à des comportements qu'ils appliquent en façade. Dans les jours qui viennent, de nombreuses contradictions entre leurs discours et leurs actions et leur mode de vie seront pointées du doigt, comme pour les campagnes sanitaires. Ce petit jeu de communication a cependant un mérite pour la majorité. Il évite de parler des sujets graves ou importants et casse complètement la hiérarchie de l'information. Ainsi, la question des retraites ou des choix stratégiques de la France devrait être des éléments prioritaires. Là, ces sujets sont relégués au second plan. Les polémiques stupides initiées par Sandrine Rousseau sur le barbecue ou encore le match de football des parlementaires appartiennent à un même type de mascarade qui jette un voile sur les problèmes urgents pour les Français. Le message, lui, est passé. Il va y avoir un coup de froid pour les Français cet hiver et beaucoup de polémiques idiotes. Dans un registre un peu plus institutionnel, c'est le président de la République qui a fait très volontairement la polémique en affirmant mercredi soir, lors d'un dîner avec des responsables de la majorité, qu'il était prêt à dissoudre immédiatement l'Assemblée nationale si une motion de censure était adoptée par les oppositions. Reste qu'une motion de censure ne rencontrera jamais une majorité car les LR ne la voteront pas. L'idée semble surtout être de montrer les crocs et que le président ne se gênera pas pour dissoudre si la Chambre basse montre trop de résistance. Une colère présidentielle, un caprice d'Emmanuel Macron qui vit assez mal ce début de quinquennat sans majorité absolue. La marche qu'il entend suivre est cependant confuse. Elisabeth Borne annonçait ainsi jeudi matin que le gouvernement voulait faire voter la réforme des retraites avant la fin de l'hiver, tandis que le président dit être prêt à attendre l'année prochaine. La menace de la dissolution a agacé les oppositions. Une telle hypothèse serait en effet exceptionnelle et surtout, elle débouche sur une indécision totale. L'alliance des gauches pourra-t-elle refaire le coup de juin dernier ? Le RN pourra-t-il se maintenir à ce niveau ou même augmenter son score ? La droite parlementaire peut-elle grappiller quelques postes ? Si Marine Le Pen se montre confiante, les députés fraîchement élus, eux, se verraient bien prendre un peu racine au Palais Bourbon avant de repartir en campagne. Une campagne qui serait particulièrement rude tant les adversaires déchus sont tombés de haut. Des polémiques bas de gamme, un président qui déplace ses pions et des oppositions dans l'expectative. La rentrée 2022 est particulièrement chargée mais semble, du côté de la majorité, s'inscrire dans les pas de la période covidienne avec en ligne de mire l'infantilisation des Français. Du côté des médias, le matraquage sur la Russie tient aussi la une, avec le manque de mesures que l'on sait, avec en arrière-plan des petites polémiques qui nourrissent les pages politiques.
du remplissage qui détourne de l'essentiel des enjeux des mois à venir, appauvrissement de la population, pénurie, crise énergétique et naturellement l'insécurité qui découle notamment de la crise sociale. Autant de sujets graves qui vont revenir comme un boomerang. Nantes au bord du chaos, présentée en 2004 par le Time Magazine comme la ville la plus agréable d'Europe, elle est dorénavant l'une des plus violentes, comme le démontre encore le terrible viol collectif commis samedi dernier par 2 migrants soudanais. Mais qu'a-t-il bien pu arriver à la ville de Nantes ? Plus d'une semaine ne se passe sans que des faits divers violents y surviennent et la dernière affaire en date est l'une des plus sordides. Le 24 septembre, à l'aube, une femme de 40 ans a été victime d'un viol collectif commis par 2 migrants soudanais. Les prédateurs avaient repéré leur proie, seule, avant de l'agresser, de lui voler son téléphone portable et de commettre leur crime. La presse locale, et plus précisément France Bleu, a eu beau retirer la nationalité des coupables de leur article, la vérité était connue et a été relayée. Des précisions ont vite été apportées. Les 2 hommes âgés de 17 et 27 ans étaient en situation régulière avec le statut de réfugiés. Durant leur interpellation quasi immédiate par les forces de l'ordre, ils ont frappé et blessé un policier. Ce qui devrait secouer une ville et tous ses habitants n'est pourtant qu'une péripétie malheureuse de plus dans le quotidien des Nantais. Le 27 septembre, un policier a été sérieusement blessé suite à un refus d'obtempérer commis par un délinquant dans l'un des quartiers chauds de la ville. Un autre refus d'obtempérer, survenu quelques jours plus tôt, mettait une femme de 67 ans entre la vie et la mort. Cette dernière avait été percutée par le véhicule volé d'un Marocain drogué de 16 ans. Samedi, quelques heures après le viol évoqué précédemment, un autre migrant soudanais a été interpellé après avoir agressé des passants, brandi un couteau et crié Allah Akbar. Début septembre, c'est tout simplement un enlèvement d'un passant par des hommes cagoulés et armés qui avaient secoué les rues de Nantes. À en croire le témoignage de nombreux habitants de la ville, le pourrissement de la situation a été progressif ces 20 dernières années, même si 2015 semble avoir été un tournant majeur. 2015 marquait en effet le début d'une grande vague d'immigration clandestine à travers l'Europe et Nantes allait particulièrement s'impliquer dans le phénomène. La préfecture de Loire-Atlantique, qui y est installée, a notamment la réputation de délivrer des papiers plus généreusement qu'ailleurs, provoquant un appel d'air massif. Cela a des conséquences directes, comme l'a affirmé Christophe Rouget. Ce commandant de police, également secrétaire général du syndicat des cadres de la sécurité intérieure, a indiqué que plus de 50% de la délinquance de voies publiques de Nantes est générée par les migrants. La crise migratoire n'explique cependant pas tout. Auparavant, le trafic de drogue gangrénait déjà certains quartiers et certains de leurs habitants avaient participé aux fameuses émeutes de 2005. Dans un autre registre, les opposants au projet de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, à proximité de la ville, commençaient dès 2009 à squatter les lieux. Leur mobilisation était de plus en plus intense et violente au fil des ans. En parallèle, les antifas se multipliaient également et organisaient régulièrement des manifestations aux allures de saccage. Sur la scène électorale, Nantes est depuis 2014 entre les mains de Johanna Rolland, porte-voix d'une coalition de gauche et d'extrême gauche menant une politique en adéquation avec ce chaos. Comme nous l'indiquions dans notre édition du 21 septembre, Nantes est à la 4e place du classement des villes françaises où l'insécurité dans les transports en commun a le plus augmenté en 2021 avec une augmentation affolante de 25%. Le cocktail unissant bourgeoisie de gauche et migrants aura scellé le sort de Nantes et le lieu du viol collectif du week-end dernier est particulièrement symbolique. Celui-ci s'est en effet produit sur l'île de Nantes. Elle est le fief des altermondialistes et des défenseurs de la cause des migrants, comme le prouvent les nombreux livres sur le sujet vendus dans la boutique de souvenirs. Pas sûr cependant que cette publicité soit encore acceptée longtemps par les Nantais. Alors que les tensions entre la Russie et l'Occident sont encore montées d'un cran avec l'affaire du gazoduc Nord Stream, la Hongrie de Viktor Orban, très dépendante des matières premières russes, va demander l'avis des Hongrois au sujet des sanctions, une première en Europe. L'analyse de nos correspondants en Europe centrale. Pour sa rentrée parlementaire, Viktor Orban a comme souvent frappé fort. Dans un contexte de récession économique et de crise énergétique, le Premier ministre hongrois a lourdement dénoncé la politique européenne de sanctions contre la Russie, qu'il qualifie d'échec. Il a notamment déclaré que ces sanctions s'apparentaient à voir un nain vouloir sanctionner un géant, en particulier dans le domaine énergétique.
Même si Viktor Orban se garde bien d'entrer dans certains détails, notamment le fait que l'inflation a commencé bien avant février et le début de la guerre en Ukraine, ou le rôle des politiques Covid dans la situation économique globale, il a toutefois pointé du doigt que les politiques de sanctions aggravaient la situation pour l'Europe et mentionné le fait que les États-Unis, quant à eux, ne souffrent pas autant de ces sanctions, notamment sur les questions énergétiques. Le gouvernement hongrois a par ailleurs annoncé son intention d'effectuer une consultation nationale de l'ensemble de ses citoyens au sujet des sanctions. Cette décision a pu être commentée en France avec enthousiasme par certains, tandis que d'autres n'ont pas manqué de critiquer cette démarche. Jan Kaspar, expert politique de la Hongrie, explique de quoi il en retourne vraiment. La première chose qu'il faut souligner, c'est que ça n'est pas un référendum, mais une consultation nationale. Alors ça, bien évidemment, ça implique toute une série de conséquences sur le plan législatif, juridique et politique. C'est-à-dire qu'une consultation nationale n'est pas contraignante. Très concrètement, ce qui va se passer, c'est que le gouvernement va envoyer une série de questions à la population, donc sous la forme d'un questionnaire. Et en fonction des réponses, le gouvernement inscrira tout ça ensuite dans un agenda politique, mais il n'y aura pas forcément de vote d'une loi au Parlement hongrois ou un changement de constitution, comme ça peut être le cas avec un référendum. Évidemment, cette consultation nationale, elle participe d'une logique politique et médiatique aussi. Il faut voir dans quel agenda elle se place. C'est-à-dire qu'elle a été annoncée juste une semaine après que la Commission européenne a annoncé qu'elle donnait un délai de 3 mois à la Hongrie pour modifier ses dispositifs juridiques en matière d'appel d'offres afin de respecter le prétendu mécanisme de droit pour obtenir des fonds européens. C'est un conflit qui dure depuis plus d'1 an entre Bruxelles et Budapest. Et je dirais pour un peu détourner l'attention ou pour déplacer ce bras de fer sur un autre plan, le gouvernement a décidé de lancer cette consultation nationale qui risque de déboucher en réalité sur un fort soutien en Hongrie à une opposition à ces sanctions. Tout l'équilibre fragile de la politique d'Orban, qui, faut-il le rappeler, gouverne un pays de taille moyenne, enclavé et dépendant d'infrastructures étrangères, y compris ukrainiennes, pour l'acheminement de son énergie, repose sur le fait que le Premier ministre hongrois critique des sanctions qu'il a parfois lui-même votées lors des sommets européens. Attaqué pour cela par son opposition nationaliste, Orban s'en défend en expliquant qu'il ne souhaite pas mettre en péril l'unité européenne, une façon habile de se cacher du fait qu'il est parfois contraint à certains choix, mais aussi de préserver les bonnes relations avec la Pologne, son allié principal au sein des institutions européennes, tout en tâchant de sauvegarder le minimum syndical des intérêts nationaux hongrois, à savoir le refus de tout embargo sur l'importation de matières premières russes dont la Hongrie est totalement dépendante, sans aucune possibilité d'alternative immédiate. La population a parfaitement conscience que le gouvernement hongrois a, au sein des institutions européennes, soutenu ces sanctions. Alors c'était à chaque fois en se pinçant le nez, je dirais. C'est-à-dire que le gouvernement a toujours eu une position très claire sur ce qu'il se considère comme étant une non-efficacité de ces sanctions. Et ce qu'il voudrait faire, si on regarde bien le détail, alors on n'a pas encore le détail des questions, mais les questions risquent essentiellement de porter sur le volet énergétique des sanctions. Ça a toujours été une ligne rouge de Budapest, que ce soit par la voix du ministre des Affaires étrangères, de la voix du Premier ministre. Les dirigeants hongrois ont toujours expliqué à Bruxelles qu'ils ne voulaient pas que ces sanctions concerne le secteur énergétique. Pour l'instant, ça concerne le charbon russe, mais à partir de 2023, ça risque de concerner aussi le pétrole et ensuite le gaz. Et là, évidemment, ce serait absolument fatal pour la Hongrie. Au-delà de la question énergétique et des sanctions, il n'est pas non plus à exclure que dans les prochains temps, la Hongrie soit de nouveau pointée du doigt sur un autre sujet, l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN. En effet, il ne reste plus que 2 pays membres de l'OTAN qui semblent traîner des pieds et n'ont toujours pas ratifié l'adhésion des 2 pays nordiques, la Turquie et la Hongrie. Reste à voir si cette ratification pourrait faire l'objet pour Budapest d'un outil de négociation, notamment pour l'épineuse question du versement des fonds de développement européens. Et passons à présent à l'actualité en bref. Un peuple qui veut disparaître. Un sondage IFOP pour la revue Elle révèle que 30% des femmes en âge d'avoir des enfants n'en veulent pas. 50% d'entre elles considèrent qu'un enfant n'est pas indispensable pour leur épanouissement personnel. 39% évoquent la crise climatique pour expliquer ce rejet de la maternité. 37% évoquent les crises politiques et sociales et 35% la crainte de surpopulation.
Élément intéressant cependant, presque une sympathisante sur 2 d'Europe Écologie Les Verts ne veut pas d'enfants, alors qu'une majorité de droite, RN, LR et Reconquête en veulent. Revalorisation de 5,1% pour les pensions de retraite complémentaires des salariés du privé. Un accord syndicat-patronat a débouché sur cette hausse à partir du 1er novembre prochain. Une décision qui doit être entérinée le 6 octobre par le conseil d'administration de l'Agirc-Arrco, ce qui devrait être une formalité. Seule la CGT n'a pas signé, réclamant une hausse de 6,2%. Le fondateur de l'association Baraka City, condamné, Idriss Siamedi, Idriss Yemou de son vrai nom, a écopé d'1 an de prison avec sursis pour cyberharcèlement contre la chroniqueuse Zora Bitan et ses fils sur le réseau social Twitter. Une décision rendue par la Cour d'appel de Paris au tribunal correctionnel d'Évry mercredi. L'individu devra en outre s'acquitter d'une amende de 5 000 € dont 2 500 avec sursis. L'islamiste avait mis en cause les enfants de la chroniqueuse en les accusant de divers vols et arnaques. Il convient cependant de relever que la diffamation n'a pas été retenue par les juges.